Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce 19h. Voici pour vous les titres. Le gouvernement met fin à l'établissement des cartes nationales d'identité non biométriques. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 6 juillet 2022. Détails à suivre. Les équipes de contrôle du ministère du Commerce sont aux trousses des commerçants véreux qui ne respectent pas les prix du ciment plafonné par département. Ce mardi, l'équipe a fermé des boutiques pour surenchère. La communauté musulmane va célébrer dans quelques jours l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski. Cette fête est la plus grande du calendrier musulman. Comment les fidèles doivent-ils se préparer pour bénéficier des grâces de ce jour d'adoration? Élément à suivre. Voilà, et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Le gouvernement a définitivement mis un terme à l'établissement de la carte d'identité non biométrique, et ceci à l'issue de la mise en vigueur du décret sur la carte biométrique et au regard de l'efficacité de l'ANIP dans la fourniture du service de l'identité nationale et de la réduction du délai de traitement des demandes. La décision a été prise ce jour même en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont également approuvé la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. La politique structurelle à mettre en place coûtera à l'État la somme de 107 milliards de nos francs CFA et permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Voilà. Des magasins de vente de ciment fermés à Cotonou ce mardi pour surenchère par une équipe de contrôle du ministère du Commerce. Les corps de contrôle qui sont sur le terrain depuis un moment déjà ont épinglé des commerçants qui cèdent le ciment au-delà du prix plafonné par le gouvernement. Le point dans cette descente de Angèle Toboula plutôt. Ce qui était parti pour être une vente assistée a viré à des échanges très houleux entre le propriétaire de ce magasin et les équipes de contrôle du ministère du Commerce. Est-ce que tu sais qu'il ne doit pas vendre le ciment à 3 900? Madame, je sais que le ciment, je ne dois pas vendre à 3 900. Mais pourquoi tu voulais... Non, attends. Oui, je vais vous expliquer. Madame, je vais vous expliquer quelque chose qui est à terre. Le ciment, ça dépend du prix qu'on a payé. Je vais vous expliquer. Moi, je suis dans le domaine. Non. Quand bien même ce commerçant est conscient du prix plafonné dans le littoral, dans son dépôt à lui, le produit revient au consommateur final à 77 000 francs CFA. Raison évoquée, la manutention et le chargement qui sont laissés à la charge du client. Le ciment, c'est à 75 000. Voilà. La manutention et puis le chargement. Non. Toi, tu vends le ciment. Je vends le ciment à 75 000. Voilà. Est-ce que tu veux charger dedans? Il ne va pas prendre l'alliance. Celui qui est venu acheter, Oui. il se débrouille. Toi, Il ne peut pas rentrer dans mon magasin pour faire sortir le ciment. Moi, j'ai pris quelqu'un ici que je l'embouche et je lui paye chaque fin du mois. Je vais réclamer tout ça là. Les prix pratiqués étant au-delà de ceux plafonnés par le gouvernement, ce magasin a été simplement fermé et le propriétaire mis sous convocation. Et ce commerçant n'est pas le seul à facturer les chargements. Dans cet autre dépôt, le constat est le même. Non, c'est 75 000. On ne fait pas plus. C'est ça, 75 000. Non, chargement 2000. C'est 100 francs, pas paquet. Ça, c'est une façon de vendre, de façon déguisée à 77 000. Non. Il peut faire le chargement lui-même s'il veut. Il ne s'agit pas de charger, il s'agit de faire sortir les produits. Lui vient acheter son produit avec sa voiture ou avec le moyen de transport qu'il choisit. Il paye à 75 000, il s'occupe du transport. Vous n'avez pas à le facturer 2000. Et ces cas de récidive se constatent malheureusement encore sur le terrain. Selon les statistiques données par le directeur du cabinet de la ministre du Commerce, sur 100 boutiques, 20 font toujours de la surenchère et sont systématiquement fermées. Au regard des statistiques en matière de fermeture des dépôts, l'impression à chaud qu'on peut avoir, c'est que la mesure n'est pas encore respectée par la majorité. On fait le constat mais que certains de nos concitoyens, malheureusement, continuent de braver ces mesures que le gouvernement a prises pour
soulager nos populations, pour permettre à nos populations d'adresser avec moins de peine les difficultés internationales aujourd'hui, ces chocs exogènes dont souffre également le Bénin. Nos équipes sont sur le terrain et vous l'aurez constaté avec nous que là ils sont en train de fermer un dépôt qui justement ne respecte pas les prix appliqués malheureusement. Et certains, de façon déguisée, vendent le ciment à plus de 75 000 pour ce qui concerne donc le littoral et estiment que c'est pour des raisons de déchargement ou de manutention, ce qui n'est pas vrai. Et on se rend compte aisément que c'est une façon déguisée de continuer la surenchère. Laurent Akpo dénonce également la complicité de certains clients qui ne facilitent pas toujours la tâche au service de contrôle. Il faut avouer que très malheureusement, il y a la complicité de nos concitoyens parce qu'il y a certains dépôts dans lesquels nos éléments ont surpris justement ces commerçants en train de vendre le ciment au-delà de 75 000. On a surpris. Mais le client qui était là n'a pas voulu confirmer qu'il achetait le ciment au-delà de 75 000. Nous avons bien vu que c'était fait à 79 000, le chargement avait commencé, mais il n'a pas voulu avouer. Donc il y a cette complicité, j'ai envie de dire, malheureuse de nos concitoyens qui ne nous rendent pas la tâche facile. Je voudrais donc profiter de votre micro pour inviter nos concitoyens. Les prix sont plafonnés. Le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures ont été prises, l'approche a été participative avec l'ensemble des acteurs du secteur. Pour donc dire que ces prix qui sont plafonnés permettent à tous les acteurs de rentrer dans leur marge. Et donc il n'est pas question qu'ils aillent au-delà du prix plafonné, c'est simplement de la surenchère, c'est de la spéculation et ce n'est pas normal. Et donc quand ils arrivent dans des boutiques et que les prix sont effectivement affichés, les prix plafonnés sont affichés, notamment 75 000 pour le littoral, et que ces commerçants veulent leur vendre ça au-delà de 75 000, qu'ils appellent simplement le 113 et nos équipes viendront sur le terrain pour faire une vente assistée. Tout commerçant véreux surpris verra sa boutique fermée, sera lui-même mis sous convocation. Les sanctions vont jusqu'au retrait de la carte de commerçant. Voilà un reportage signé Angèle Toboula. Et dans quelques jours au Bénin, comme dans le reste du monde, 2 milliers de moutons seront sacrifiés pour la commémoration de la Tabaski. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman. Une célébration tellement importante que les saintes écritures préconisent certaines dispositions que doivent prendre les fidèles pour vivre pleinement les grâces de ce jour d'adoration. Melvina Chabi a interrogé quelques imams sur ces recommandations. Voici le reportage qu'elle nous propose. La Tabaski est une fête en commémoration de l'histoire du prophète Abraham. Elle est célébrée le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le 12e mois de l'année lunaire. Mais avant le jour J, le fidèle musulman doit dire des prières bien précises. Il s'agit de la takbirat. Avant le jour de cette fête, répétez ce que nous appelons la takbirat. C'est le fait de glorifier le nom d'Allah, comme Allah l'a dit, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Et cette formule c'est dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Ce sont des invocations qu'on commence par répéter depuis que le mois de Zulhijjah s'est apparu, et c'est recommandé de faire cette répétition surtout le jour de la fête, même avant d'y aller à la place d'Eid. Et aller à la place d'Eid, c'est ça qui interprète même que le fidèle célèbre ou bien fête la fête de Tabaski. Le samedi 9 juillet sera le jour de la fête de la Tabaski. Alors, le musulman qui veut va laisser ses poils, ses ongles, et c'est après l'immolation qu'il va se purifier. S'il veut il ne peut pas laisser, il peut les couper s'il veut, il peut les laisser s'il veut. Ce n'est pas une condition obligatoire. La prière du jour de la Tabaski est obligatoire pour le fidèle, et pour cela, le musulman doit aussi avoir des comportements exemplaires que rappelle ici l'islamologue. Tu ne peux pas rester à la maison pour dire que tu vas seulement immoler, tu iras à la prière. Et pour aller à la prière, nous avons plusieurs comportements. Se purifier, s'habiller proprement, de beaux vêtements,
prendre par un chemin et prendre par un autre au retour, se saluer, arriver à la place du Eid, il ne faut pas faire des nafil, il faut attendre, nafil comme nous l'avons l'habitude de l'appeler, et attendre l'imam jusqu'à commencer la prière. Et ne pas oublier que cette formule doit être répétée lorsque tu as quitté la maison et répétée lorsque tu es à la place des Eid. Ceci, faut pas manger avant d'y aller à la place. Ce qui veut dire que le musulman sort de la maison ce jour de la fête à jeun, il ne mange pas. C'est après la célébration de la prière de Eid qu'il va pouvoir manger. Et après la prière de Eid, il immole sa bête et de là, il a célébré la fête de la Tabaski. Après avoir immolé les moutons, il va se purifier parce que il y a ici, la personne avait laissé les ongles, les barbes, il va se purifier comme d'habitude. Ça, c'est le côté spirituel. Mais le côté social, c'est de se saluer, de se visiter, de se partager les mets, la viande, comme c'est la fête de mouton, comme Allah l'a dit, pour que nous mettons la joie en nous, dans notre famille. Allah n'oblige aucun fidèle à sacrifier de bêtes le jour de la Tabaski. L'Aïd el-Kébir, après tout, n'est pas que réjouissance, c'est d'abord l'adoration d'Allah, insiste Rafiou Cheikh. Qui n'est pas musulman ne peut pas sacrifier un mouton le jour de la Tabaski. La fête, c'est une adoration. Je dis cela pour attirer l'attention des musulmans sur ce que la fête, chez nous, ce n'est pas seulement objet de réjouissance. Il y a l'adoration. Et qui dit adoration, dit les interdictions d'Allah. Qui dit adoration, dit tout ce que Dieu veut que le musulman fasse. Ce sont là des dispositions importantes que doivent prendre tout fidèle musulman pour passer de bons moments de fête en famille. Voilà, et place à présent à un magazine sur cette situation sociale qui semble prendre de l'ampleur dans notre société. Il s'agit bien évidemment de la monoparentalité. C'est le fait pour un enfant de ne vivre au quotidien qu'avec l'un de ses deux parents. Les causes sont nombreuses, mais la rupture d'un couple ou le décès de l'un des deux partenaires sont très souvent liées à cette situation. Quelles que soient les raisons, la situation impacte sur l'éducation de l'enfant. C'est ce que nous allons voir dans cet élément de Flavia Kodjovi. La monoparentalité est depuis les années 80 devenue un phénomène de société considéré par beaucoup comme mettant en danger la structure familiale. Les familles monoparentales se font de plus en plus constater au Bénin. Mais en réalité, que faut-il comprendre de la monoparentalité? Une famille monoparentale est une famille qui comporte un seul parent élevant ou assurant l'éducation des enfants. La monoparentalité est une configuration familiale au sein de laquelle un seul parent, au cours des désintégrations de la biparentalité qui s'observe, un seul parent arrive à constituer la famille et donc à s'occuper de l'éducation affective, l'éducation scolaire et aussi à assurer la responsabilité économique, donc financière des enfants. Tout comme le psychologue, la monoparentalité est vue presque de la même façon pour le sociologue. Elle a donc diverses causes indépendantes des conjoints, à savoir le décès. La parentalité a diverses causes. Pour la plupart, c'est peut-être un décès des parents ou c'est peut-être un divorce où le père et la mère ne sont plus ensemble ou peut-être un des parents se retrouve en pause diplomatique, par exemple, il va en mission, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Et donc, l'autre parent est ici. La première cause vient de ce que les parents ne se comprennent forcément pas. À partir de ce moment, le divorce intervient. Il y a peut-être la mésentente. Lorsque l'amour déserte le forum entre les deux êtres, les deux parents ne regardent plus dans le même sens. C'est difficile, c'est la débandade.
Moi, je vois beaucoup plus la fuite de responsabilités. Moi, je n'ai pas perdu mon père, mais depuis mon enfance, ma maman a enchaîné des enfants, ce qui a fait que je n'ai pas grandi depuis l'enfance avec mes parents. Donc, j'ai grandi tout le temps avec mes grands-parents. Maman, papa n'ont pas forcément pris soin de moi. C'est à un moment donné que j'ai retrouvé maman seule. Papa, à un moment donné, a rejeté toutes les responsabilités. Et c'est maman seule qui a géré. À un moment donné, j'étais atteint psychologiquement. Moi, je suis dans le cas de ma mère. Je vis avec ma mère. C'est elle seule qui prend soin de moi, également de mes sœurs. Souvent, je ressens le pressentiment que mon père me laisse, puisque j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Puisque un père, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il me donne certains conseils de la vie qui m'aideront à avancer. Des fois, je ne veux parler à personne, j'aime rester seul dans mon coin. Ce phénomène bien constaté dans notre société n'est pas sans conséquences. Elle impacte l'éducation et touche la psychologie de ces enfants dans le cas. Lorsque on demande où sont les parents, ou dans certains cas vous allez à l'école, on demande les parents. Quand vous regardez à côté, vous ne voyez pas vos parents, c'est difficile. Lorsque vous êtes monoparental et que vous voulez vous marier, je prends le cas d'un garçon qui veut se marier, et que maman n'est pas là, et que c'est papa, pour aller demander la main de la femme, c'est très difficile. C'est une tante qui peut-être ne vous aime pas, qui va s'occuper de ça. C'est peut-être un oncle qui ne vous aime pas, mais qu'on est obligé d'aller chercher pour négocier, et négocier tout ce qu'il faut dans ce domaine-là pour vous. Ce n'est pas facile. Parce que la belle famille va dire, tu n'as pas de parents, tu n'as personne, donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un que peut-être on ne veut pas, mais on est obligé d'aller vers. Ou encore, vous allez quelque part et pour faire le mariage, vous constatez que vous avez un seul parent, c'est un autre parent, un oncle ou une tante qui supplée à la place de ma mère ou qui supplée à la place de mon père. Parfois, ce n'est pas complet. La joie n'est pas complète. Quel que soit ce qu'on dit, ce n'est pas toujours complet. C'est vrai que des gens arrivent à réussir. Ce n'est pas 100% zéro, mais le géniteur est toujours géniteur. L'enfant n'a plus les deux sons de cloche. Normalement, il doit être éduqué par son père et sa mère. Si l'un d'entre eux quitte, c'est que forcément son éducation devient estropiée. Dieu a justement trouvé que quand il a créé la femme ne pourrait quand même pas rester seule. Donc il a créé l'homme. En même temps où ces deux-là ne sont quand même pas là pour participer à l'éducation, je pense qu'un seul parent participait très bien à l'éducation de ses enfants, même si entre-temps cela ne serait pas facile. Parce que si je prends une médaille, nos mères, elles sont toujours là du début jusqu'à la fin. Les pères ne sont forcément pas dans cette même dynamique. Les pères sont plutôt là comme des ordonnateurs dans le sens où il faut forcément donner l'argent de la contribution, le reste on s'en fout. Contrairement à nos mères qui sont là pour veiller aux petits détails quand il s'agit de l'éducation dans toute sa généralité. Une famille, c'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Vous allez constater que parfois on rencontre des personnes qui ne savent pas parler aux gens. Oui. C'est parce que peut-être cette personne n'a pas vécu avec ses deux parents. N'est toujours pas une réaction normale. Quand à un moment donné de la vie, l'enfant réalise que jusque-là, c'est maman seul qui prend soin de moi, ou jusque-là, c'est papa seul qui prend soin de moi, ou réalise peut-être que l'un des parents est décédé et que c'est l'autre qui prend soin de lui, il est atteint psychologiquement. Un enfant qui se retrouve seul cherche toujours à se défendre dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan et travail. L'enfant se défend pour dire, si je ne m'engage pas, si je ne m'efforce pas, si je ne relève pas des défis, je ne ferai pas devenir ce qu'on peut appeler un enfant déviant dans la rue. L'éducation étant le socle du développement et la base du savoir-vivre en société, il revient donc comme obligation aux parents de l'assurer. Il y a un conseil à prodiguer à ses parents, c'est de surtout penser à l'avenir des enfants. Parce que comme je me le dis souvent, les enfants qui naissent, les enfants qui viennent au monde ne demandent forcément pas ce droit ou bien ne demandent forcément pas à naître. Donc après, quand on pose un acte, c'est bien, mais assumer les responsabilités qui découlent de cet acte serait encore plus bien. Vous savez, d'abord, il faut nécessairement que le mariage soit basé sur le pardon mutuel. C'est-à-dire comprendre l'autre tel qu'il est.
il faut que la femme puisse diminuer quelque chose de son éducation, accepter l'autre comme cela se doit, et que l'homme aussi puisse le faire vice-versa. C'est ça, c'est d'abord, il faut le pardon. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition de journal. Ce journal et vos autres programmes que vous pouvez bien évidemment retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bena. Vous pouvez également nous suivre en direct via l'application iOS et Android ETélé Bena, tout simplement. Bonne suite de programme à notre compagnie ETélé avec vous, pour vous.